On fire and clashes. Le 6 avril, le Japon inaugure une nouvelle tactique contre les navires alliés. Les kamikazes ne volent plus en solo. Ils sont désormais des centaines à fondre du ciel sur les forces navales. Les Japonais appellent ces vols meurtriers chrysanthèmes flottants. À la fin de cette terrifiante journée, 17 bâtiments sont gravement endommagés et 367 marins tués. On a encore perdu des navires, des marins, des soldats. C'était l'horreur. Ça a été l'une des pires batailles du Pacifique. Alors que les combats terrestres s'intensifient, les chrysanthèmes flottants reviennent sans cesse à la charge, décimant les hommes et détruisant les bâtiments. Une invasion réussie du Japon aurait signifié notre arrêt de mort. Ils avaient ordonné que tous les prisonniers de guerre soient exécutés dès que les Américains ou les Alliés poseraient le pied sur leur sol. On avait plus ou moins accepté notre sort. Glenn Frazier fait partie des 168 000 prisonniers de guerre alliés, toujours aux mains des Japonais. Il est en captivité depuis la reddition de Bataan, au printemps 1942. Seruga, au sud-ouest de Tokyo, sur la mer du Japon, est son 4e camp des prisonniers. Un jour, les geôliers permettent à 50 détenus de laver leur linge sale dans l'océan. Alors qu'ils attendent que leurs vêtements sèchent, des bombardiers américains surgissent pour attaquer le port. On s'est précipité hors de l'entrepôt, au bout du dock, et on a traversé la voie ferrée en faisant des grands gestes. On savait que les avions de l'aéronavale étaient tout près. On savait aussi que la fin était proche. Mais notre avenir n'était pas plus brillant pour autant. Nos vies allaient être sacrifiées. We interrupt this program to bring you a special news bulletin from CBS World News. A press association has just announced that President Roosevelt is dead. The president died of a cerebral hemorrhage. All we know so far is that the president died at Warm Springs in Georgia. Nous pouvons tous vous dire où nous étions à l'annonce de la mort de Roosevelt. Il était la force qui unissait le peuple américain.
Chaque fois qu'une de ces conversations au coin du feu était diffusée, on se rassemblait tous autour de la radio. Tout le monde le considérait comme le chef. Il nous avait sortis de la Grande Dépression. Il était certainement capable de nous guider dans une guerre. La nouvelle de sa mort en avril a été un choc terrible pour tout le pays. C'était une catastrophe. Les enfants qui, comme moi, avaient 12 ans à l'époque, n'avaient connu que lui comme président. L'ennui, c'est que mes parents étaient républicains et détestaient Roosevelt, alors que moi je l'adorais, comme la plupart des jeunes. Il incarnait la face optimiste et rassurante de l'Amérique. J'étais devant une baraque préfabriquée, contemplant le petit détroit entre Saipan et Tinian, l'île qui est à côté. J'éprouvais un grand sentiment de perte. Et puis, je me demandais comment nous allions continuer la guerre sans notre commandant en chef. Nous étions tous très tristes et frappés par l'amère ironie de sa mort. S'il était parti quelques mois plus tard, il aurait vu ses efforts aboutir. Les hommes du 100e bataillon et du 442e régiment d'infanterie de combat, les Américains d'origine japonaise qui se sont distingués en France et en Italie, sont à nouveau dans les montagnes du nord de l'Italie lorsqu'ils apprennent la nouvelle. C'est Roosevelt qui a signé l'ordre d'internement de bon nombre de leurs familles. Mais il leur a également donné la possibilité de prouver leur loyauté, les armes à la main. C'est de ce Roosevelt-là qu'ils choisissent de se souvenir. C'est un jour dont je me rappelle très bien parce que, lorsqu'on l'a su, soudain, des hommes de mon peloton ont mis baïonnette au canon. J'ai demandé ce qui se passait et on m'a répondu que c'était en hommage aux vieux. Ils se sont levés et sont passés à l'attaque. Le commandant n'arrêtait pas de hurler à la radio. « Qu'est-ce que vous foutez? Vous ne devez pas attaquer. » Je lui ai dit, « Capitaine, vous ne les arrêterez pas. » C'est ainsi qu'ils ont chargé pour le vieux, un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré. De nombreux Américains, qu'ils se trouvent outre-mer ou au pays, connaissent à peine le nom de leur nouveau commandant en chef, Harry Truman. J'ai eu beaucoup de difficultés à réaliser que je rentrais chez moi. J'ai atterri à Washington, on m'a fait remplir quelques documents, et j'ai pris un train qui m'a déposé en Louisiane, où m'attendait Jackie.
En ce mois d'avril, le pilote de chasse Quentin Hanenson de Luverne dans le Minnesota rentre en permission. Depuis le jour J, il n'a pratiquement jamais cessé de se battre en Europe. 10 mois d'enfer durant lesquels il a tué, vu ses amis se faire tuer, et a failli s'effondrer de désespoir. Je priais pour qu'il revienne et je sentais que mes prières seraient exaucées. En me promenant dans la rue, j'ai vu une robe de mariée dans une vitrine. Je suis entrée, je l'ai achetée et je l'ai envoyée à ma mère avec un mot. Prépare-la, je vais en avoir besoin. Les amoureux vont se retrouver. Il fallait que je digère le fait d'être loin de la guerre. J'avais du mal à m'habituer au silence. Et c'était un moment exaltant, incroyable. J'étais vivant et Jackie était avec moi. Le premier soir, nous étions dans le salon quand il m'a fait sa demande. Je ne sais pas pourquoi, la timidité m'a paralysée. Je n'arrivais pas à dire oui. Je ne comprends pas. Ça faisait 11 mois que je disais oui. Et devant mon hésitation à accepter, il m'a dit « Allez, décide-toi ». Le plus drôle, c'est que j'étais assise tout près d'une porte fermée et que derrière cette porte, étalée sur mon lit, il y avait ma ravissante robe de mariée. J'allais retourner au combat. Je ne voulais pas affronter l'idée qu'elle risquait de devenir veuve d'ici quelques mois. Mais plus on en discutait, plus on se disait qu'il fallait se marier tout de suite. La cérémonie a eu lieu le 17 avril, 2 semaines et demie après mon retour, à la première église méthodiste de Bâton Rouge. Ça a été un moment merveilleux, vous pouvez me croire. Quand je l'ai vue s'avancer vers l'autel, l'émotion m'a submergé. In their stupendous advances, the Russian armies feature massed artillery. The kind of warfare the Russians wage on the road to Berlin. À la mi-avril 1945, les troupes soviétiques ne sont plus qu'à 50 km de Berlin, résolus à se venger des horreurs que les nazis ont fait subir à leur patrie. Le général Eisenhower décrète que les armées sous ses ordres ne se dirigeront pas directement sur la capitale allemande. La prise de la ville, avec les dangers qu'elle comporte, revient à l'armée rouge. Hitler enjoint à la population de résister jusqu'au bout. Chaque village et chaque ville seront défendus et tenus par tous les hommes en état de le faire, dit-il. Pour les Américains en Europe, les combats et les morts s'accumulent. C'est terrible de savoir que la guerre va s'achever et d'être obligé de continuer à pousser ces hommes en avant. Le 100e bataillon et le 442e régiment d'infanterie de combat sont toujours dans les montagnes de l'Italie du Nord, pilonnant les dernières positions allemandes.